Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce jeudi 1er août. L'instance nationale de dialogue et de médiation a décidé d'entamer le dialogue national sans délai, selon un calendrier qui sera annoncé ultérieurement. Les détails dans ce journal. Les feux de forêt ravagent plusieurs hectares et font des victimes. Nous irons à Blida, où un enfant a perdu la vie. Dans ce journal, un reportage sur le choix du mouton de l'Aïd à Alger et un autre sur le développement de la tomate industrielle. C'est le grand format de ce journal. Et puis c'est la nature qui reprend ses droits. À Ouergla, une zone humide est passée de zone de transit à zone d'habitat pour des oiseaux migrateurs. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par l'actualité politique de ce jeudi. L'instance nationale de dialogue et de médiation a décidé d'entamer le dialogue national sans délai selon un calendrier qui sera annoncé ultérieurement, indiqué aujourd'hui l'instance dans un communiqué. Dans son communiqué sanctionnant la réunion tenue ce matin sous la présidence de son coordinateur Karim Younes, l'instance a affirmé que les mesures annoncées dans le premier communiqué seront prises en compte dans les recommandations du dialogue, soulignant aussi que l'intérêt du pays passe avant tout. L'instance nationale de dialogue et de médiation a également salué les personnalités nationales qui ont répondu favorablement à l'appel de la patrie dans cette conjoncture difficile, par conviction et avec un sens de responsabilité. Les noms de ces personnalités seront annoncés ultérieurement. Pour rappel, la réunion a été marquée par l'annonce de la démission de Karim Younes de la présidence du panel, une décision rejetée à l'unanimité par les membres du panel, et ce, en réponse à la demande de plusieurs personnalités, organisations, associations, membres de la société civile et acteurs du Hirak populaire à travers les différentes wilayas, lesquels avaient exprimé leur attachement au principe du dialogue national annoncé pour la sortie de crise dans les plus brefs délais face à cette situation, émue par le sens de responsabilité envers Dieu et envers le pays, et conscient justement de la confiance placée en sa personne par les membres du panel. Karim Younes a accepté de poursuivre l'émission selon donc le même communiqué. Dans l'actualité politique aussi de ce jeudi, le Premier ministre Nourdine Bedoui a assisté à Nouakchott en sa qualité de représentant du chef de l'État Abdelkader Ben Salah à la cérémonie d'investiture du nouveau président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Razouni. Pour rappel, Nourdine Bedoui s'est rendu hier à Nouakchott accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Le Premier ministre a été reçu à l'aéroport international de Nouakchott par son homologue mauritanien Ahmed Salem Ould Béchir, le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre mauritanien de la Défense, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie à Nouakchott. Et en marge de cette cérémonie, le Premier ministre Nourdine Bedoui a rencontré le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine Othmani, le vice-premier ministre également de la Guinée équatoriale. Nourdine Bedoui s'est également entretenu avec Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, comme on peut le voir justement sur ces images. Belkacem Zarmati a été installé au poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de Slimane Brahmi, comme on peut le voir sur ces images. Dans l'actualité politique aussi, Abdelkader Mellah a été installé au poste de commissaire à l'énergie atomique en remplacement de Merzek Ramki. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre des Énergies et des Mines, Mohamed Arkab. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et Abdelkader Mellah, nouveau commissaire à l'énergie atomique.
Je réitère mon appel au nouveau commissaire Abdelhamid Mellah à relever le défi de modernisation et de développement de cette institution, à prendre en charge la formation des ressources humaines et à garantir les meilleures conditions pour encourager les recherches. Je l'appelle également à développer de nouvelles solutions au profit de l'énergie nucléaire pacifique. Développer l'électronucléaire pour produire de l'électricité est une priorité pour nous. Je suis un ancien de ce secteur. Ce projet remonte à 2005 et j'ai été instruit par le ministre afin de réactiver ce projet. Dans l'actualité de ce jeudi, les nouveaux directeurs généraux par intérim de la Banque de développement local, BDL, et la Banque nationale d'Algérie, BNA, respectivement Rachid Belaïd et Houari Rahali, ont été installés aujourd'hui au siège du ministère des Finances, dans leurs fonctions donc, selon un communiqué du ministère des Finances. Rachid Belaïd vient de remplacer donc Mohamed Karim à la tête de la BDL. Il occupait donc avant sa nomination la fonction de délégué général de l'Assemblée des banques et établissements financiers selon la même source. Quant à M. Rahali, il avait, avant sa nomination donc, il était directeur général adjoint au sein de la BDL selon donc le ministère des Finances. Dans l'actualité de ce jeudi aussi, un bébé de 2 ans a perdu la vie dans un incendie qui a frappé la région de Ain Romana Blida. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de ce drame. Nesrine Ben Saïdi était sur place. Regardez. Après une longue nuit de terreur, cette petite fille de 6 ans trouve enfin un moment de répit. Il était 1h36 du matin quand le domicile des Belhouari, situé sur les hauteurs de Ain Romana, a pris feu. Les membres de cette famille ont non seulement perdu leur maison, leurs biens, mais aussi leur bébé de 24 mois. قعدنا وحنا لداخل والنار شعلت كاع بينا كاع شعلت كاع يديك بنتي صغيره كاع قلت كاع انحرقت صغيره بابا ثاني انحرق كاع ما بقى فيه والو كاع كينا النار هكا تشعل قلت لك ما بقى والو النار كانت تشعلت هدت ما بقى والو قلت لك بنتي صغيره ماتت لا شوف والله صغيره بنتي صغيره توفات صغيره عندها عامين 4 شهور والله راجلي مسكين نحرق قاعد تحرق قاعد فيه والو نحرق كاع يديك وعندي هاد 2 معوقين وساكن هذا قدامك ما عندنا حتى وين نسكنوا ما عندناش ما عندنا لا دار لا دور ما عندنا حتى واحد ما عند من انا ما عنديش وين نروح من السبيطار ما عنديش وين نروح نسكن ما عنديش. Ils nous ont ramené les pompiers, une famille enfin واحد brûlé de tête de la tête aux pieds. Et l'autre sa femme, c'est le membre supérieur surtout. Et une autre fille qui s'est carbonisée, décédée sur place. La famille Belhouari a tout perdu dans l'incendie qui s'est déclenché au milieu de la nuit. Les agents de la protection civile de la wilaya de Blida ont réussi à éteindre le feu qui s'est propagé dans 3 maisons. Durant l'intervention, les éléments de la protection civile ont aussi réussi à secourir 2 enfants coincés à l'intérieur d'une maison ravagée par le feu. Les éléments de la protection civile ont réussi à intervenir pour stopper le feu, qui s'est propagé dans la région de Ain Romana vers 2h30 du matin. Une famille a été évacuée vers l'hôpital de Mouzaya. Nous déplorons la perte d'un bébé de 2 ans ainsi que 4 blessés. La région a aussi enregistré dans la même nuit un autre incendie au niveau de Djellata, commune de Shri'a, un incendie qui a été maîtrisé grâce à l'intervention des éléments de la protection civile. Et justement, plusieurs wilayas du pays ont connu des incendies ravageurs durant le mois de juillet. Des centaines d'hectares de couverts végétales sont partis en fumée, une situation qui a mobilisé des centaines d'éléments de la protection civile. Le résumé avec Manal Boutouaba.
Durant cette semaine, les incendies qui se sont déclarés ont été à l'origine de la destruction de plusieurs dizaines d'hectares de couvert végétal. À Tipaza, 57 feux de forêt ont été enregistrés, 17 ont causé d'importants dégâts avec 17 hectares de pins d'Alep ravagés selon les services de la protection civile. À Alger, l'incendie qui s'est déclenché samedi dernier au niveau de la forêt de Baïnem a détruit près de 20 hectares d'espace forestier selon la conservation des forêts de la Wilaya. Une superficie de 49 hectares de forêt a été détruite par les flammes au cours de cette semaine dans la wilaya de Médéa, selon la protection civile. Les pertes les plus importantes ont été enregistrées dans la commune de l'Aïsaouia, où 27 hectares de pins d'Alep ont été décimés. Même constat à Rilizen, où 20 hectares de maquis, 350 arbres fruitiers et 26 ruches d'abeilles ont été détruits suite à un incendie qui s'est déclaré samedi dernier dans la commune de Souq al-Had. Pas moins de 29 incendies se sont déclarés dans la wilaya de Tissimsil depuis le début juin dernier jusqu'à hier. Ils ont détruit 1142 hectares de forêt selon la conservation des forêts. Plus de 340 hectares d'arbres de pins d'Alep sont partis en fumée. À Tizi Ouzou, selon une estimation des dégâts causés par les incendies du 1er juin au 25 juillet, les 167 feux enregistrés ont détruit plus de 1450 hectares de couvert végétal et plus de 200 arbres fruitiers, principalement des oliviers. À Constantine, plus de 25 hectares de couvert végétal ont été parcourus par le feu suite à un incendie survenu dimanche dernier. Et avant cela, les services de la protection civile avaient enregistré la perte de 95 hectares de couvert végétal, dont 12 hectares de culture. Une superficie globale de 167 hectares de couvert végétal et 8253 arbres fruitiers ont été emportés par les flammes dans la wilaya de Skikda. Un total de 158 incendies de forêt et de récoltes agricoles ont été enregistrés dans la wilaya de Tébessa entre le 1er et le 30 juillet, selon la direction locale de la protection civile, qui a relevé 3 blessés suite à ces incendies. À Batna, ce sont pas moins de 35 hectares de pins d'Alep, notamment de la forêt de Nadar el-Djmel dans la commune de Kimel, qui ont été emportés par les flammes samedi dernier. À Saïda, les 17 incendies déclarés depuis juin dernier ont ravagé plus de 261 hectares d'arbres, d'alpha et de maquis, d'après des chiffres de la conservation des forêts. La majorité de ces incendies a été maîtrisée en un temps record par les services de la protection civile. À noter qu'un programme de sensibilisation a été élaboré par les services de conservation des forêts, la protection civile et tous les services concernés. Il ciblera toutes les wilayas à risque afin d'exhorter les citoyens, notamment les riverains des forêts, à préserver le couvert végétal. Un autre drame a coûté la vie à 5 personnes ce matin à Guelma, plus précisément dans la commune de Boumahra Ahmed. Les 5 personnes sont mortes asphyxiées par le monoxyde de carbone, selon un communiqué de la cellule de communication et de la protection civile. La même source a expliqué que l'accident était dû à une fuite de gaz brûlé d'un chauffe-eau défectueux dans un appartement au 3e étage. Il s'agit donc d'un couple âgé de 41 et 35 ans et leurs 3 filles, dont 2 âgées de 8 et 2 ans et un nourrisson de 7 mois. Nous entamons le dossier consacré au développement agricole. Les infrastructures de base en font partie. À Béchar, le coup d'envoi de la 2e tranche du réaménagement d'un axe routier a été donné ce matin. Il mène droit vers El Bayed, mais aussi vers les nouvelles surfaces agricoles. Manel Boutouaba. Désenclaver les régions du Sud et impulser le développement agricole à la lumière des potentialités agricoles prometteuses, autant d'objectifs clés visés par l'aménagement de cette nouvelle axe routier reliant Béchar à la wilaya d'El Bayed. Le projet concerne la réhabilitation d'un linéaire de 40 km qui s'étend à partir du chemin de Wilaya B12 menant vers les nouvelles surfaces agricoles via la route nationale 6. Le projet s'étend sur 40 km. 30 ont été achevés et aujourd'hui nous lançons l'aménagement des 10 derniers kilomètres. L'objectif de ce projet est de désenclaver les agriculteurs et les éleveurs. Salutaire pour les agriculteurs, la livraison de ce projet dans sa totalité est prévue d'ici la fin de l'année en cours. Les travaux enregistrent un taux d'avancement important. La livraison est prévue pour la fin de l'année en cours, ce qui permettra de désenclaver la région durant les inondations. Cet axe routier a même été proposé par le passé comme route nationale, compte tenu de son importance. Il faut dire que c'est une bonne initiative. Cela devrait faciliter la liaison avec Tarit et les régions d'El Bayed. C'est également bénéfique pour les agriculteurs.
La réhabilitation de cet axe routier passe également par l'éradication des points noirs, tels que Oued Zousfana, qui constitue un grand danger avec des conséquences redoutables pour l'agriculture. Ce Oued a bénéficié lui aussi d'un projet de réaménagement qui vise à protéger cette nouvelle route, ainsi que les nouvelles surfaces agricoles du risque des inondations. Nous vous parlons dans ce journal de la production du secteur de la tomate industrielle justement. Nous allons à Taraf où les pouvoirs publics tablent cette année sur une production de 18 millions de tonnes. Adel Bouhames était sur place, reportage. La culture de la tomate industrielle se concentre à plus de 80% au nord-est du pays. Et la wilaya de Taraf peut se targuer d'occuper une des premières places du podium grâce notamment à la conjugaison des efforts des différents acteurs du secteur, mais aussi grâce à l'extension des superficies qui sont consacrées à cette filière. La filière de la tomate industrielle a connu un saut qualitatif et quantitatif depuis 3 ans. Si en 2016-2017, la wilaya ne disposait que de 2600 hectares destinés à cette filière, la saison actuelle, elle en compte 5100 hectares. Et la production de la tomate industrielle devrait passer de 300 quintaux par hectare à 850 quintaux par hectare. Une amélioration due essentiellement à l'usage des nouvelles techniques telles que le nouveau système d'irrigation, le goutte à goutte, un système qui est subventionné par les pouvoirs publics à hauteur de 50%. La subvention des pouvoirs publics concerne également l'acquisition des différentes machines agricoles, sans oublier bien sûr l'introduction de nouvelles espèces hybrides, le suivi de l'itinéraire technique et la formation des agriculteurs. La saison en cours a vu l'introduction de nouvelles semences hybrides, irriguées au goutte à goutte. Plus de 70% des terres cultivées sont mécanisées à 100%. En plus, la filière dispose de plus de 8 récolteuses, ce qui devrait permettre à cette filière de faire un saut qualitatif et quantitatif et de reprendre ainsi son leadership en la matière. Seul souci pour ces producteurs, le manque de conserverie destinée à la transformation des fruits et légumes, y compris la tomate industrielle. Cette filière est en pleine expansion et occupe à l'heure actuelle la 2e place à l'échelle nationale. Toutefois, il y a lieu de relever quelques problèmes, tels que le manque d'unités de transformation de la tomate industrielle, notamment dans la région est de la wilaya. 2 unités sont à l'arrêt. Nous aimerions bien que l'unité de Boutelja et l'unité de Ben Mehidi bénéficient de l'aide nécessaire pour reprendre leur activité dans les plus brefs délais. المصنعين على الأقل كما يديروا في الموسم القادم إن شاء الله والله نحن نتساءل. Il y a des investissements colossaux qui se font dans le domaine, mais les entraves bancaires sont nombreuses et empêchent les investisseurs à aller de l'avant. J'appelle les responsables du secteur financier à aider les investisseurs à surmonter ces problèmes. Des problèmes qui n'ont pas dissuadé les agriculteurs qui tiennent à la pérennisation d'une activité en plein essor. Aïd al-Adha approche, nous vous parlons dans ce journal des points de vente agréés, des contrôles sanitaires et des conseils des vétérinaires pour choisir un mouton en bonne santé. L'exemple à Bourj el-Bahri, reportage signé Hassiba Abdallah. Une bonne fête de l'Aïd se traduit par un bon choix de moutons. Mais pour cela, plusieurs critères sont pris en considération, dont la taille, mais pas que. Tout dépend du budget taille. Tout dépend de mon budget. Et puis, je suis avec mon père. C'est un connaisseur. On essaie de choisir un mouton qui n'ait pas de défaut apparent. En plus, la race c'est important aussi. Donc, on voit que le cheptel, c'est important aussi. Mais quand je mélange le cheptel et tout. Il y en a qui savent acheter un mouton, d'autres non. Il y a des acheteurs qui me demandent de leur choisir moi-même un mouton. Ils me font confiance et pour le prix, on essaie de s'arranger. Pour protéger la santé du consommateur, les pouvoirs publics ont mis en place un plan de contrôle sanitaire du cheptel mis en vente. Et ils ont pour cela désigné des points de vente agréés. L'APC de Bourj el-Bahri en a réservé 3 points, dont ce domaine appelé Darmouch Rabah.
Le vétérinaire de l'APC se déplace quotidiennement, examine les bêtes et vérifie même leur alimentation. Et il nous donne pour l'occasion quelques conseils pour reconnaître les moutons malades. Tout d'abord, il faut vérifier l'état général du mouton, commençant par la toison et la peau, à la recherche des maladies parasitaires comme la gale. Il faut éviter les moutons avec des abcès autour du cou, de la poitrine et surtout des épaules. Il ne faut pas que le mouton ait de larmoiement ni de jetage nasal. Cela peut être le signe d'une fièvre afteuse. Et il faut aussi vérifier la bouche s'il n'y a pas d'aphte sur la langue, le palais et la gencive. Durant les 2 jours de l'Eid, les bureaux d'hygiène des différentes communes restent mobilisés. En cas de souci ou de doute, le consommateur pourra alors consulter le vétérinaire. L'information de ce jeudi, c'est aussi le lancement d'un nouveau rendez-vous de l'information en langue amazigh sous forme de flash que vous pouvez suivre à 16h heure algérienne sur la chaîne 4. Le lancement officiel s'est déroulé en présence du directeur général de l'entreprise publique de la télévision algérienne, Selim Rebahi, du directeur de la chaîne 4 et du directeur de l'information. En application des recommandations et instructions du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire dans le cadre de la politique de communication qui vise à renforcer les liens armée-nation, le commandement des forces navales a organisé aujourd'hui une visite à l'Amirauté, siège du commandement des forces navales, et une sortie en mer dans la baie d'Alger à bord du remorqueur El Menjed. Au profit donc d'écoliers, membres de différentes associations de plusieurs wilayas, cette visite répond aux souhaits de plusieurs enfants qui souhaitent découvrir les métiers des forces navales, notamment les enfants du sud du pays. Et dans le volet sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé hier à Tamanrasset le terroriste D. Mohamed dit Koumiti, qui avait rallié les groupes terroristes en 2001, tandis qu'un autre détachement de l'AMP a découvert et détruit une bombe de confection artisanale à Skikda. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'AMP a arrêté à Djanet 27 orpailleurs et saisi 11 groupes électrogènes et 5 marteaux-piqueurs, ainsi que 2 véhicules tout-terrain, comme on peut le voir sur ces images. 8 sacs de mélange d'or brut et de pierre, alors que des gardes-côtes ont intercepté 28 kg de kif traité à Tlemcen. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. Nous emmenons à Mdia. C'est la ruée vers les piscines là-bas durant cette période de grande chaleur. Bonne nouvelle, les plus jeunes profitent d'un accès gratuit. Les enfants y vont pour se rafraîchir, mais aussi pour apprendre des cours de natation. Le commentaire est signé Jesse Payou. C'est l'une des techniques de natation que les maîtres nageurs tentent d'enseigner à ces jeunes qui viennent s'entraîner gratuitement en cette saison d'été dans cette piscine semi-olympique. Avant, nous avions du mal à passer un été agréable. Nous n'avions pas un endroit sécurisé pour se baigner. Mais avec cette nouvelle piscine, tout a changé pour le mieux. C'est la première fois que je viens ici profiter de cette piscine, l'Omalia, qui est toute proche de notre localité. La mer étant trop loin, je suis venue ici et c'est d'ailleurs dans cette piscine qu'on m'a appris à nager. Nous donnons des cours de natation pour apprendre à ces gosses à nager, mais aussi pour découvrir certains talents et les intégrer dans les clubs de natation. De leur côté, les maisons de jeunes allègent la pression sur les piscines de proximité en ouvrant leurs portes à tous ces enfants, et cela en application du plan bleu qui concerne toutes les communes.
En ce qui concerne le plan bleu, nous avons 4 communes qui ouvrent leurs portes à partir de 9 h du matin jusqu'à 15 h au profit d'une 50aine de jeunes nageurs. Une nouvelle piscine ouvrira ses portes très prochainement au profit des jeunes d'Orsel Boukhari et ses alentours. Nous avons aussi une autre opération dans le cadre des échanges établis entre le Nord et le Sud au profit de certaines associations qui se trouvent dans le Grand Sud. Loin de la baignade risquée dans les barrages et les oueds, ces piscines restent le meilleur choix pour une baignade plus saine et plus sécurisée. Nous vous emmenons à présent à Ouergla découvrir de belles images. Une zone humide en plein désert. La nature a repris ses droits car cette zone humide est passée d'une zone de transit à une zone ou un lieu de vie. La preuve, le flamant rose s'y est installé et se reproduit désormais. Le reportage est signé Hicham Daou. Ouergla. Cette région est souvent associée à l'activité pétrolière. L'or noir fait encore de l'ombre à d'autres trésors. On ne s'imagine pas qu'au milieu de cette nature désertique se cache un environnement magique. Des étendues d'eau à côté de magnifiques dunes de sable doré. À travers la wilaya de Ouergla, on a 10 zones humides, 3 qui sont classées selon la convention Al-Amsar en 2004, 5 à Tougourt et 5 à Ouergla. Les zones humides du Sahara et parmi elles les zones humides de Ouergla. Les zones humides ont une source d'eau principalement qui vient du drainage des palmeraies qui sont voisines à ces zones humides. La deuxième source d'eau, c'est les eaux usées utilisées au niveau des ménages dans les villes. Des centaines d'oiseaux migrateurs transitent par ces lacs salés. Parmi ces oiseaux, on a le flamant rose bien sûr, on a la cigogne blanche, la cigogne noire. On a des canards qui fréquentent aussi la région durant les périodes hivernales. Par exemple, on a le canard colvert, le canard souchet, le canard pilé, le canard siffleur, le canard chipot. Donc, et on a des limicoles, par exemple les chasses blanches, la vossette élégante, le gravelot à collier interrompu, le grand gravelot, le petit gravelot, les bécassos, les bécassines, etc. Parmi ces espèces, un oiseau prestigieux, le flamant rose. Il trouve en ces lieux un climat parfait pour se nourrir et se reproduire. Le flamant rose préfère les endroits là où il a la reproduction, là où la profondeur de l'eau elle est faible et là où les eaux sont saumâtres à salées. Puisque le flamant rose préfère manger une crustacée qui est l'artémia. L'artémia ne vit que dans les eaux saumâtres ou les eaux salées. Et la profondeur de l'eau, elle est importante, puisque dans les eaux profondes, le flamant rose ne fréquente pas les eaux profondes. Ces dernières années, ces espaces accueillants sont passés d'un lieu de transit à un lieu de vie permanent. Ouergla est devenue la capitale du flamant rose. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'instance nationale de dialogue et de médiation a décidé d'entamer le dialogue national sans délai, selon un calendrier qui sera annoncé ultérieurement. Les feux de forêt font des ravages, plusieurs hectares, et font des victimes aussi. Nous avons suivi un reportage à Blida. Dans ce journal, nous avons suivi un reportage sur le choix des moutons de l'Aïd et un autre sur le développement de la tomate industrielle à Tarf. Et puis, la nature qui reprend ses droits à Ouergla, une zone humide est passée de zone de transit à zone d'habitat pour des oiseaux migrateurs. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de nos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Belle soirée à tous.